On est à l'extérieur de l'hôtel de ville. Il y a une reproduction de la cellule de Mandela qui a été installée, et qui en fait une reproduction qui donne les dimensions de sa cellule sur Robben Island, là où il a passé 18 ans de ses 27 années de prison. 2,40 m par 2,10 m. C'était un banc, un seau d'aisance, un matelas au sol et c'est tout. Voilà, donc des conditions qui étaient quand même terribles. Nelson Mandela, c'est une icône mondiale. Il n'appartient plus uniquement aux seuls Sud-Africains, et les Sud-Africains le savent. Mais en tant qu'icône, du coup, on oublie beaucoup d'aspects de Nelson Mandela. On en retient quelques images qui rappellent à quel point Nelson Mandela est cette icône mondiale. Mais du coup, on en vient à oublier d'où vient Nelson Mandela, comment son engagement politique et son combat se sont construits. Et je crois que c'était vraiment important de rappeler ça. C'est cette philosophie Ubuntu, l'exposition en parle d'ailleurs. Je ne caricature pas, mais je raccourcis. L'Ubuntu, c'est « je suis parce que tu es ». C'est vraiment cette idée de dire que je ne peux pas être seul au monde, quoi, et qu'on forme une humanité. C'est cette notion d'humanité que Mandela défend. Et oui, en ces moments de globalisation, je pense que c'est assez essentiel de rappeler ça et de le promouvoir. On se trouve donc devant la maison de Nelson Mandela à Soweto. Cette maison où en effet il a très peu vécu, puisque là c'est expliqué qu'il était rentré en clandestinité 17 mois avant d'avoir été condamné à 27 ans de prison. Si on fait quelques pas dans la rue, on se retrouve devant la maison de Desmond Tutu, une grande figure de la lutte anti-apartheid qui a eu le prix Nobel de la paix avant Nelson Mandela d'ailleurs. Une grande figure de la vie politique sud-africaine. Et donc c'est quand même étonnant de cette rue qui compte 2 prix Nobel de la paix, c'est quand même assez rare. Et cette rue a été complètement réhabilitée et c'est devenu un des endroits très fréquentés et touristiques de Soweto. Il a intégré le cabinet de Walter Sisulu. Et là, il s'est mis à défendre tous les Noirs qui souffraient ou qui étaient en lutte contre le pouvoir de l'apartheid. Et là, il a vraiment compris à quel point le système était complètement inique et à quel point l'oppression était féroce. Et c'est vraiment ça qu'il a engagé. C'est à ce moment-là qu'il s'est inscrit à l'ANC. L'ANC était donc ce mouvement politique qui prônait une lutte pacifique. Et à un moment donné, Nelson Mandela a fait comprendre à ses pairs que la lutte pacifique ne suffisait plus, que le gouvernement d'apartheid n'entendait pas et qu'il fallait passer à un stade au-dessus. Et il a créé Umkhonto we Sizwe, qui est la lance de la nation, et qui était donc la branche armée de l'ANC. Son père, qui était un chef traditionnel Xhosa, qui a très rapidement défié le pouvoir colonial anglais, et qui pour ça s'est retrouvé complètement puni. Nelson Mandela, enfant, a vécu du coup dans des conditions très très difficiles. Ce que je veux dire simplement, c'est que son prénom Nelson, ce ne sont pas ses parents qui lui ont donné. C'est l'administration blanche qui lui a donné ce prénom de Nelson Mandela. Son prénom à lui, c'est Roy Shlachla. Et rien que ça il explique que ça fait partie de ce qu'il a inspiré dans son combat politique. Ce qu'il a vécu avec sa famille, et ce qu'il a compris, c'est le sentiment d'injustice. Ce qu'il a compris en étant avocat, c'est la férocité d'un système. Nelson Mandela, c'était un homme dur. C'était vraiment une force de la nature, physiquement. Boxeur. C'était un bel homme. Il le dit d'ailleurs, je crois que les femmes m'apprécient beaucoup et je ne vais pas m'en plaindre. Mais c'était pas dit comme ça, c'était mieux dit. Mais surtout, Nelson Mandela était vraiment conscient de son charme et du pouvoir de l'image. Et il a toujours utilisé ça pour accompagner sa lutte. Et c'est le fameux procès de Rivonia. Le fameux procès de Rivonia où Nelson Mandela et les autres chefs de l'ANC arrivent à renverser la situation dans le sens où ils sont les accusés et ils se transforment en accusateurs du pouvoir blanc et du pouvoir d'apartheid. Et c'est le système d'apartheid qui est mis au banc de l'accusation en fait. Et à ce moment-là, il y a une vraie prise de conscience internationale aussi qui fait que le pouvoir de l'apartheid et la justice de l'apartheid ne peut pas condamner Nelson Mandela et les autres chefs à la peine de mort. Et qu'au lieu de ça, ils sont condamnés à une peine de prison à perpétuité. Ce qui est assez étonnant aussi, on s'en rend compte dans l'exposition, c'est que finalement le gouvernement de l'apartheid a failli réussir. C'est qu'au bout de quelques années, on ne parlait plus de Nelson Mandela.
On n'avait même plus d'image de lui. Voilà, cette force de l'image dont il avait conscience, c'était fini. Il était hors, coupé du monde et il n'y avait absolument aucune image de lui. Au point que quand on a compris qu'il allait bientôt être libéré, il y a beaucoup de gens qui se demandaient mais à quoi il ressemble. Et il y a une artiste qui a été... c'est la CBS, je crois, qui a demandé à cet artiste d'essayer d'imaginer à quoi Nelson Mandela pouvait ressembler. Elle est partie du portrait de Nelson Mandela jeune et elle a enrichi ça avec les discussions qu'elle avait avec les gens qui ont connu Nelson Mandela, certains qui ont été emprisonnés avec lui, qui en étaient sortis, etc. Et là, on est devant une des images qui me touche le plus. C'est Nelson Mandela qui sort de prison. Et il est accueilli à la sortie de prison par Winnie Mandela. Il y a des centaines de personnes. Il va aller faire un discours à Cape Town, sur une place centrale. Et son premier geste en sortant de la prison, c'est ça, c'est le poing levé. C'est à Mandela, le pouvoir, et tout le monde qui lui répond Gawetu au peuple, le cri de ralliement de l'ANC. Ça, je trouve ça... Quelle force, enfin, c'est incroyable. C'était absolument pas un homme abattu qui sortait de prison, c'était un combattant... avec des idées de réconciliation, mais intransigeant sur son combat. Il est en concert à Hambourg, je crois. C'est en Allemagne en tout cas. Et il y a Mandela qui apparaît sur scène et qui se met à danser avec lui. Et Johnny Clegg l'a dit après, c'était un des moments les plus forts de sa vie. Les artistes se sont énormément mobilisés pour la lutte anti-apartheid, du monde entier. Et Nelson Mandela s'adressait à un artiste et il lui a dit vous savez à quel point vous m'avez aidé dans toutes mes années les plus sombres, vous m'avez aidé dans mon combat et vous m'avez aidé à garder la foi. Et en fait, cet artiste-là qui raconte ça, qui raconte la conversation qu'il a avec Mandela, a bien compris, il a eu l'honnêteté de le dire, que Mandela ne s'adressait pas à lui, il s'adressait à toute la communauté artistique. Sourire incroyable, tellement éclatant, enfin, ce qui fait toujours partie de son charme, quoi. Et en fait, c'est assez étonnant de se dire, Nelson Mandela sort de sa voiture avec cet immense sourire, alors qu'il va visiter les victimes d'un attentat, quoi. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que, d'accord, c'était un moment absolument terrible, hein, mais en même temps, c'est la veille des élections libres, les premières élections libres d'Afrique du Sud. Et c'était un moment d'espoir fabuleux pour tout un pays. Le gouvernement français a vraiment pas été très clair tout le temps avec le gouvernement de l'apartheid, et notamment les accords qui ont été passés pour la vente d'armes à l'Afrique du Sud. Mais ce panneau rappelle aussi à quel point la France a été à la pointe du combat anti-apartheid et notamment de la mise en place de l'embargo économique qui a tellement fait pour que l'apartheid tombe. Mais il le dit lui-même, South Africa is not a one-man show. L'Afrique du Sud, c'est pas un one-man show. Ils étaient des millions à lutter contre l'apartheid. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Je pense qu'il parlait comme ça de l'Afrique du Sud, mais on peut le dire de tous les pays. Des Nelson Mandela, il y en a absolument partout.